Bonjour à tous et bienvenue sur notre live Mon Courtier Énergie. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la réglementation énergétique et des aides de l'État 2024. Je suis accompagnée de Laure Muneret, responsable du service client, et de Mathieu Adam, notre analyste pricing senior. Donc avant de leur laisser la main, j'aimerais vous faire une brève présentation de Mon Courtier Énergie pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes une société qui a été créée en 2017. Notre objectif est d'accompagner les entreprises de toute taille et de tout secteur dans l'optimisation des contrats d'électricité et de gaz. À date, nous comptons plus de 28 000 clients. Nous travaillons avec plus de 150 collaborateurs dispatchés dans 25 agences dans toute la France. Et bien évidemment, nous sommes fiers d'avoir fait notre entrée en bourse cette année en 2023. Donc, avant de laisser la main à Laure et Mathieu, sachez que vous avez un onglet en bas à droite de l'écran nommé onglet questions, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et nous y répondrons en fin de séance. Voilà, Mathieu et Laure, c'est à vous. Donc c'est moi qui vais commencer la présentation. Avant toute chose, et pour comprendre un petit peu les différents sujets abordés pendant ce webinaire, je vais vous faire une brève introduction des différentes institutions de l'Europe qui sont intervenues à de nombreuses occasions ces derniers mois pour trouver des solutions à l'envolée des prix qu'on a connus. Donc au sommet de tout ça, on a le Conseil européen qui donne un peu l'orientation politique de l'Europe et qui fixe ses priorités. La Commission européenne qui élabore les propositions de loi et veille à leur bonne exécution, qui veille aussi au bon respect des budgets. Et on a les deux législateurs, les deux institutions qui ont le pouvoir législatif, qui sont regroupées du coup dans le Conseil de l'UE et dans le Parlement européen, qui est composé des 705 eurodéputés. Donc le point de départ commun aux deux sujets abordés aujourd'hui, qui sont les aides de l'État et la réflexion sur la réforme du marché de l'électricité, c'est le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a engendré un arrêt progressif des livraisons de gaz russe dans l'Europe. Ce gaz russe qui est une des plus grosses sources de gaz en Europe. Et donc, du coup, ça a créé, sur le court terme notamment, un déséquilibre entre l'offre et la demande qui a fait que les prix du gaz sont envolés dans toute l'Europe. Du côté de l'électricité, on sait que le système de formation des prix de l'électricité en Europe a été fait sur le système du merit order, qui vient en gros créer une forte indexation entre les prix du gaz et les prix de l'électricité. De plus, dans une situation où la production nucléaire, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était un peu défaillante, du coup, ça a créé une indexation d'autant plus forte et on a vu que les prix d'électricité ont suivi l'envolée des prix du gaz. Donc, il y a eu deux réactions de la part de l'UE pour répondre un peu à cette urgence. Une réaction un peu plus structurelle, avec un début de réflexion sur la réforme du marché de l'électricité et notamment comment sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, et des solutions plus de court terme sur le développement notamment d'aides d'État. Il faut savoir que les aides d'État ne sont pas forcément autorisées dans le marché intérieur européen, parce que justement, elles ont tendance à fausser la concurrence entre États et entre entreprises. La Commission européenne a jugé le 23 mars 2022 que la perturbation de l'économie était telle que du coup, ils allaient autoriser temporairement et de manière limitée ces aides d'État jusqu'au 31-12-22, du coup, à la date du 23 mars. Et puis, il y a eu deux autres dates pour lesquelles, en fait, durant lesquelles, du coup, ils ont prolongé ces aides dans le temps pour justement répondre aussi à cette envolée des prix. Donc, ce que va faire Laure maintenant, c'est qu'elle va vous présenter les différents outils, enfin l'application de l'État français pour développer des outils pour faire baisser la facture des Français pendant cette période. Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons revenir sur les dispositifs d'aide mis en place par l'État pour accompagner les entreprises fortement impactées cette année par la hausse des marchés. Et nous allons regarder de quelle manière ces aides se poursuivent sur 2024. Donc il y a 3 grandes aides qui ont été mises en place et qui s'appliquent selon la typologie d'entreprise. On a le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité et le guichet d'aide au paiement. On va commencer par le bouclier tarifaire. Alors, qui est concerné par ce bouclier tarifaire? Ça va être les très petites entreprises, donc moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires ou un bilan inférieur à 2 millions d'euros et une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. C'est important parce que ça concerne que les petites entreprises qui sont sur le segment dit segment C5, le plus petit segment de l'énergie. Cette aide, elle s'articule autour du tarif réglementé de vente
électricité. Alors pour information, ce tarif réglementé de vente, il est révisé 2 fois par an, en février et en août de chaque année. C'est la commission de régulation de l'énergie qui calcule l'évolution théorique de ces tarifs réglementés de vente et qui la soumet au gouvernement. Et le gouvernement contient ou gèle ces tarifs. C'est typiquement ce qui s'est passé en 2023. Et ça nous fait 2 tarifs de référence, donc le tarif réglementé gelé et le tarif réglementé non gelé. Si vous regardez l'histogramme, l'aide, elle s'articule autour de ces 2 tarifs. Donc pour une entreprise ayant un prix moyen de vente à 200 € du mégawattheure, eh bien, on va aller faire la différence entre ce prix contractuel et le prix du TRV gelé. Donc pour 200 €, un tarif à 200 €, l'aide sera de 44,70 € par mégawattheure. La contrainte, c'est que l'aide ne pouvait excéder la différence entre le tarif réglementé gelé et le tarif réglementé non gelé. Donc, pour toutes les entreprises qui avaient des contrats en prix de marché supérieurs au TRV non gelé, l'aide maximale était de 123,20 €. Pour faire valoir cette aide, il fallait, pour les entreprises en offre de marché, transmettre une attestation d'éligibilité à votre fournisseur d'énergie. On va voir dans les slides suivants que cette aide n'est pas poursuivie en tant que telle sur l'année 2024. En revanche, les TPE sont toujours protégés via un autre dispositif que je vous exposerai un petit peu plus tard. Sur l'amortisseur électricité, donc on passe sur un autre segment d'entreprise, on est sur les petites et moyennes entreprises, donc moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et viennent aussi s'ajouter à ce dispositif toutes les très petites entreprises qui n'étaient pas éligibles au bouclier tarifaire. Donc toutes les TPE avec un compteur supérieur à 36 kVA. Donc comment se calcule cette aide? L'aide va porter sur 50% de la différence entre un prix plancher défini qui est de 180 € du mégawattheure et un prix moyen prévisionnel, contractuel. Donc pour l'illustrer, si pour un client ayant un prix contractuel de 420 € du mégawattheure, ben, l'aide va être à hauteur de 120 € par mégawattheure. En revanche, il y avait un prix plafond. Donc, si le contrat de fourniture de l'entreprise avant aide dépassait le plafond, eh ben, l'aide ne pouvait excéder 160 € du mégawattheure. Donc, pour un prix moyen avant aide à 600 €, l'aide maximale pour une entreprise était de 160 € par mégawattheure. Donc, pour bénéficier de cette aide sur 2023, il est impératif de transmettre une attestation d'éligibilité, tout comme le bouclier tarifaire, à votre fournisseur avant le 30 juin 2023 pour les contrats souscrits avant le 28 février 2023. Si ça n'a pas été effectué, votre fournisseur ne peut appliquer de rétroactivité sur 2023. On va voir qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent permettre d'aller chercher des aides, mais en tout cas, ce ne sera pas via le bouclier, via l'amortisseur, pardon, si vous n'avez pas retourné votre attestation. Pour tous les contrats signés après le 28 février 2023, l'attestation devait être retournée dans le mois qui suit le début de fourniture du nouveau contrat. Donc, ça veut dire que si vous avez eu un changement de fournisseur au mois de décembre, et vous avez encore la possibilité de faire valoir l'amortisseur en renvoyant l'attestation à votre fournisseur d'énergie. Comment va se poursuivre cet amortisseur sur 2024 ? Pour l'année 2024, l'amortisseur est reconduit, mais il vise vraiment à mieux protéger les entreprises les plus impactées par la crise énergétique. Donc, le déclencheur de l'aide, on l'a vu précédemment, qui était à 180 € du mégawattheure, passe à 250 € du mégawattheure, ce qui veut dire que le déclencheur est plus tardif, donc va peut-être concerner moins de sociétés. En revanche, les sociétés les plus concernées par la hausse des prix vont être un peu mieux protégées, puisque la facture va être couverte à hauteur de 75% et non 50% comme on l'a vu précédemment. Par ailleurs, l'aide n'est plus plafonnée. Ça veut dire que si on reprend notre exemple précédent sur 2023, une entreprise qui avait un
un prix moyen à 600 € du mégawattheure, n'était protégé en 2023 qu'à hauteur de, si on revient dessus, 160 €. Cette année, sur 2024, l'aide sera de 262,50 € puisque l'aide n'est plus plafonnée. Donc, pour tous les clients, toutes les entreprises qui auraient déjà envoyé un amortisseur 2023 qui serait en application sur votre facture, a priori, il ne sera pas nécessaire de retourner une nouvelle attestation à votre fournisseur. Il va y avoir une continuité et l'application va se poursuivre sur 2024, sous réserve que vous ne changez pas de fournisseur. Chaque changement de fournisseur, il faut refournir une attestation. Pour les entreprises qui n'auraient pas fait valoir leurs droits sur 2023, il va être possible de retourner une attestation à votre fournisseur d'énergie pour permettre de faire valoir votre droit pour l'année prochaine. On passe sur le cas des… On a vu que les TPE étaient concernés par l'amortisseur dans la mesure où ils avaient un compteur supérieur à 36 kVA. Pour le cas des TPE soumis à l'amortisseur dont le prix final après aide était supérieur à 280 €, l'État avait mis en place un prix garanti avec un plafond maximal de 280 € du mégawattheure. Donc ce dispositif va être reconduit sur 2024 et toutes les petites entreprises précédemment protégées par le bouclier tarifaire, donc inférieur à 36 kVA, vont rejoindre ce dispositif. Donc le bouclier tarifaire en tant que tel n'est pas appliqué, mais en revanche, le prix garanti reste valable. Concernant l'amortisseur pour cette année, je trouvais que c'était important de revenir sur les quelques régularisations que vous pourriez voir apparaître sur vos factures. Sachez que le décret prévoit 2 limites à l'amortisseur. Une limite de remboursement par sirène. Donc, le remboursement par sirène ne peut excéder 2 millions d'euros. Mais le décret prévoit également que le montant de l'aide ne peut être versé qu'à hauteur de 90% de la consommation historique, qui a servi de base de calcul à votre aide, à votre prix moyen. Donc la consommation historique, c'est potentiellement la consommation 2022 ou la consommation contractuelle. Si l'analyse de votre consommation sur l'année 2023 révèle un dépassement de ce seuil, alors votre fournisseur va appliquer un rattrapage potentiellement sur le premier trimestre 2024. Alors certains fournisseurs ont déjà fait l'exercice et en cas de dépassement de seuil, ont suspendu l'amortisseur et vous ont probablement prévenu par courrier. Autre point de vigilance sur l'amortisseur et le bouclier tarifaire, sachez que la Commission de régulation de l'énergie, via la DGFiP, effectue des contrôles sur l'application de cet amortisseur pour vérifier si votre entreprise correspond, qu'il n'y a pas un statut contradictoire entre votre déclaratif et les données remontées à la DGFiP. Donc potentiellement, certaines sociétés se sont vues recevoir un courrier de la DGFiP leur disant qu'ils n'étaient finalement pas éligibles à l'amortisseur. Alors, il y a toujours moyen de prouver une éligibilité si tel est le cas via une attestation de commissaire aux comptes pour montrer que vous êtes dans les clous ou de faire valoir une autre aide si vous avez déclaré TPE mais que vous êtes en fait PME, voilà, rectifier l'aide qui correspond à votre catégorie. Souvent, l'erreur a pu être commise et c'est vraiment un point de vigilance. Les PME filiales d'un groupe grande entreprise ne sont pas éligibles à l'amortisseur. Il faut passer par un autre dispositif qui est le guichet d'aide au paiement et c'est le dispositif que nous allons voir maintenant qui est dédié aux grandes entreprises. Donc, le guichet d'aide au paiement, il a vraiment pour objectif de pallier à la crise énergétique et de soutenir la compétitivité des grandes entreprises. Et c'est dans ce cadre qu'a été mis en place ce guichet. Donc, il va toucher toutes les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Par ailleurs, les PME qui étaient éligibles à l'amortisseur et qui finalement remplissent quand même les critères de guichet d'aide au paiement peuvent cumuler les deux sur 2023. Donc, pour être éligible, eh bien, il faut être énergo-intensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des dépenses énergétiques sur la période d'analyse, donc 2023, supérieures de 3% au chiffre d'affaires réalisé en 2021.
Par ailleurs, il faut avoir subi une augmentation d'au moins 50% du prix de l'énergie par rapport à 2021 pour être éligible. Donc, comment se concrétise cette aide? Elle prend la forme d'une subvention. Cette subvention se verse différemment que l'amortisseur ou le bouclier tarifaire, puisque ce n'est pas une réduction sur votre facture, mais directement versée par l'État à la société concernée. Et les plafonds vont être appréciés à la maille du groupe. Donc, c'est vraiment les plafonds cumulés de toutes les filiales. On va avoir un montant d'aide qui va être fonction du régime. Par exemple, pour un plafond à 4 millions d'euros, l'aide va être de 50% du différentiel entre la facture 2021 majorée de 50% de la facture concernée. Et ainsi de suite pour les différents plafonds de 50 millions ou 150 millions. Donc, cette aide, elle nécessite en fait le dépôt d'un dossier sur impôts.gouv, sur votre espace client, d'un dépôt bimestriel qui va être accessible directement sur votre espace. Et ce dépôt bimestriel comprend un calendrier de dépôt qu'il faut respecter. Il est encore possible de faire valoir l'aide de guichet d'aide au paiement sur juillet-août 2023 jusqu'au 31 décembre. Et puis le calendrier après continue septembre-octobre avant fin février et on va avoir novembre-décembre avant fin avril. Il est encore possible donc de présenter un dossier pour finalement le dernier semestre 2023, sous réserve de respecter le calendrier et de respecter les conditions d'éligibilité. Et sachez que vous avez un simulateur sur le site de l'État qui vous permet aussi d'apprécier votre éligibilité. Il y a un guichet de régularisation des dépenses qui est ouvert pour toutes les sociétés qui n'auraient pas reçu leur facture en temps, pourront quand même faire valoir leurs droits au guichet sur le guichet de régularisation. En revanche, si vous avez déjà été facturé en temps et en heure sur le premier semestre 2023, vous ne pouvez plus déposer de dossier. Donc, le guichet d'aide au paiement va être poursuivi sur 2024. Un tout petit peu différemment, avec toujours ce critère d'énergo-intensivité. Les dépenses énergétiques 2024 devront représenter plus de 3% du chiffre d'affaires 2021. Il faudra cette fois-ci justifier d'un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse par rapport à 2021 et avoir signé des contrats d'électricité avant le 30 juin 2023. C'est valable pour l'ensemble des aides d'ailleurs. Il faut avoir signé des contrats d'électricité avant le 30 juin 2023. Et l'État prendra en charge 75% de la facture au-delà de 300 €, avec un plafond cumulable à la maille du groupe. Par ailleurs, la petite nouveauté, c'est que le guichet ne sera plus cumulable avec l'amortisseur, comme ça avait pu être le cas précédemment. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, toutes ces aides sont des palliatifs et des solutions à court terme pour baisser la facture des entreprises. Néanmoins, effectivement, il y a des réflexions en cours pour réformer les marchés. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui, lui, va vous exposer les différentes évolutions à venir. Merci Laure. Donc avant de vous présenter un petit peu la solution proposée par le gouvernement français comme successeur au mécanisme ARENH, je vais faire une petite rétrospective sur le mécanisme ARENH en vous le représentant, voir un petit peu les résultats qu'il a eu. On va revenir aussi sur un slide sur la chronologie pour voir un petit peu les différents événements marquants de cette réforme du marché, avec notamment le cheminement de pensée de l'Europe, et ensuite l'application qu'en a fait l'État français, et notamment avec l'accord qui a été trouvé entre EDF du coup, et l'État pour succéder à l'ARENH. Donc le mécanisme ARENH, qui prévaut pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est un mécanisme qui a été mis en place par la loi NOM, donc en 2011. Son but premier, c'était de promouvoir la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité. C'est que le marché a été ouvert à la concurrence dans les années 2000. Pour promouvoir cette concurrence et pour justement permettre aux fournisseurs alternatifs de pouvoir concurrencer EDF, ils ont prévu du coup de donner accès tous les ans aux fournisseurs alternatifs à 100 TWh d'électricité nucléaire historique à un prix fixé de 42 € du mégawattheure.
Donc, on peut voir sur le graphique sur la droite, avec les bâtons en violet, les demandes ARENH chaque année des fournisseurs alternatifs. Et en orange, du coup, le plafond à 100 TWh. Ce qu'on peut voir, c'est que entre 2012, qui est la première année où l'ARENH a pu être valorisée par les fournisseurs alternatifs, et 2017, le plafond n'a jamais été dépassé. Ce qui veut dire que les fournisseurs avaient droit à 100 TWh et finalement, ils en ont demandé moins pour leurs clients. C'est dû à quoi? C'est dû d'une part aux parts de marché qui étaient plutôt faibles à l'époque des fournisseurs alternatifs, qui se sont développés dans le temps parce que la demande ARENH est toujours fonction du portefeuille du client du fournisseur. Et aussi du fait que la moyenne des prix était très proche, voire plus basse que le prix de l'ARENH. Donc finalement, en fait, vu que les prix de marché étaient plus intéressants que le prix de l'ARENH, finalement, les fournisseurs n'incluaient pas forcément de l'ARENH dans leur prix et donc les demandes ARENH étaient plus basses. À partir de 2018, on peut voir que la moyenne des prix, donc matérialisée par la courbe noire, est passée au-dessus du prix de l'ARENH de 42 euros en moyenne. Et donc du coup, c'est à partir de là que les fournisseurs alternatifs ont commencé à dépasser ce plafond. Et ce dépassement de ce plafond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission de régulation de l'énergie, chaque année, alors du coup en décembre de chaque année N-1 pour l'année N, ont régularisé les demandes des fournisseurs alternatifs de façon à enlever du coup les volumes excédentaires. Donc là, par exemple, sur une année, si les volumes ARENH demandés étaient à 120 TWh, la Commission de régulation de l'énergie a enlevé les 20 TWh demandés en trop par les fournisseurs alternatifs au prorata de leur demande. Et du coup, on forçait les fournisseurs alternatifs à sourcer au prix de marché ces 20 TWh et à répercuter le surcoût à leurs clients. Et donc, à partir de 2018, pardon, on peut voir que les volumes ARENH ont dépassé largement les 100 TWh et que les prix de marché aussi ont dépassé durablement les prix de l'ARENH. En ce qui concerne les résultats de l'ARENH, donc d'un point de vue fournisseur, parce qu'il y a un point de vue fournisseur et un point de vue client. Donc, un point de vue fournisseur, c'est un mécanisme qui est sécuritaire. Ce qu'on peut voir sur le slide précédent, c'est que les fournisseurs, même si les prix de l'ARENH étaient au-dessus des prix de marché sur certaines années, ils ont quand même ils ont quand même fait des demandes. Pourquoi? Pour justement différencier leurs sources d'approvisionnement. Il faut savoir qu'un fournisseur, quand il propose un prix à un client pour des années dans le futur, donc imaginons pour les années 2024 et 2025, il va devoir les couvrir ces volumes sur les marchés de gros. Ces volumes, ils ont un prix, mais un prix qui est volatile. C'est une bourse de l'énergie dont le prix change chaque minute. Et donc, le fait d'avoir une source d'approvisionnement complémentaire à un prix fixé à 42 euros, ça apporte un peu de stabilité et de la sécurité aux fournisseurs. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un mécanisme qui s'est révélé être sécuritaire pour les fournisseurs. Ce mécanisme, il a aussi été créé pour stabiliser les prix et donner un accès aux clients qui sollicitaient des fournisseurs alternatifs à un prix qui était plutôt bas. Et ce qu'on peut voir, c'est que jusqu'à 2020, finalement, le prix de l'ARENH était plutôt calé sur les prix de marché. Donc, c'est vraiment à partir de 2021 qu'on peut voir qu'il y a eu une petite dérive, c'est-à-dire qu'en fait, la moyenne des prix sur l'année en 2021 était autour de 100 euros. Et en fait, pour les clients qui ont souscrit à des offres ARENH, les fournisseurs, vu que les volumes ARENH demandés en 2021 dépassaient le plafond de 100 TWh, les fournisseurs alternatifs ont dû sourcer au marché les volumes écrétés. Et donc, ils ont dû sourcer au marché à des prix bien supérieurs à la moyenne des prix de l'année en cours. Et donc, du coup, le surcoût induit par cet écrêtement a été très fort et a été non anticipé par la plupart des clients. Ce qui fait qu'en fait, ça a apporté une dérive et donc des surcoûts sur les factures qui ont été non anticipés. Donc ça a été vraiment un des points négatifs de l'ARENH cette année 2021. Sur les années 2022 et 2023, les conclusions qu'on peut tirer, c'est que la moyenne des prix de marché, elle s'est établie pour 2022 autour des 350 euros du mégawattheure et pour 2023 autour des 150. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir une part d'approvisionnement à 42 euros, ça a été plutôt salvateur pour les clients. Les clients ont aussi appris de l'année 2021 en anticipant l'écrêtement et les fournisseurs ont aussi adapté leurs offres de manière à donner la possibilité aux clients d'anticiper ces écrêtements et donc de réduire la part d'approvisionnement ARENH pour anticiper l'écrêtement. Donc facialement, ça a donné des prix moins intéressants, mais plus sécuritaires. Donc, in fine, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de 2023 et pour les années 2024-2025, on a des clients et des fournisseurs qui arrivent plutôt à maturité sur ce mécanisme et qui arrivent plutôt à mieux le gérer. Donc, ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'à partir de 2025, ce mécanisme il va disparaître. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est quel mécanisme va prendre
va prendre sa place. Donc, avant de revenir au nouveau mécanisme et du coup à l'accord qui a été trouvé entre EDF et le gouvernement français, on va revenir un peu sur la chronologie des événements qui a du coup mené à cette réflexion. Donc, après le début de conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a une réflexion globale qui s'est développée au niveau de l'Europe pour sortir de cette dépendance aux énergies fossiles pour la production d'électricité, qui est fortement indexée au prix du gaz, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la production nucléaire est défaillante. Donc, il y a eu la première adoption d'un règlement par le Conseil européen le 6 octobre 2022, qui prenait des mesures un peu court-termistes, mais qui sur notamment une réduction de la demande de la part de l'Europe pour justement rétablir un peu cet équilibre offre-demande qui était un peu mis à mal, et aussi une taxation des surrevenus, des surprofits des producteurs bas carbone et notamment des producteurs d'électricité renouvelable. Donc ces producteurs-là, ils ont profité pendant entre guillemets de l'envolée des prix pour vendre leur production qui a été faite plutôt à bas coût à des prix beaucoup plus élevés que ce à quoi ils s'attendaient. Donc, ce qu'a fait l'Europe, c'est qu'ils ont plafonné leurs revenus et du coup, ils ont récolté les recettes supplémentaires. Le 14 mars 2023, il y a un texte qui est sorti au niveau de la Commission européenne sur une réflexion plus globale et plus structurelle du marché, et notamment ce qui a été un peu mis en avant, ça a été plusieurs points. Donc, premièrement, et ce qui est très important, c'est qu'il y a eu un souhait de maintenir la tarification au coût marginal, et donc il y a eu un souhait de maintenir l'indexation des prix du gaz, du prix de l'électricité au prix du gaz. Donc ça, c'est ce qui a amené un peu à la dérive sur les marchés. Mais d'un autre côté, c'est le moyen de formation des prix qui se révèle d'un point de vue économique le plus efficace, parce qu'il donne la meilleure incitation aux producteurs à produire le plus possible au plus bas coût. Il y a eu d'autres éléments qui ont été mis en avant dans ce texte. Donc, un renforcement de l'utilisation des marchés de gros et un développement des contrats d'électricité à plus long terme pour les producteurs et pour les consommateurs, et aussi le développement de contrats pour la différence, de CFD, pour les producteurs d'électricité bas carbone. Donc, qu'est-ce que c'est que ces CFD? En fait, c'est des contrats qui sont conclus entre l'État et les producteurs d'électricité bas carbone, notamment les producteurs d'électricité renouvelable, dans lequel l'État garantit un prix minimum d'achat de l'électricité aux producteurs, ainsi qu'un prix maximum. Donc, il y a un tunnel de prix qui est mis en place, qui limite un peu l'exposition au prix de marché des producteurs d'électricité bas carbone. Donc, concrètement, si le prix de marché passe en dessous du prix minimum garanti par l'État, l'État se porte garant pour donner le complément de prix aux fournisseurs. Je suis toujours connecté là? J'ai été déconnecté, non? C'est bon. C'est bon? C'est bon, Mathieu. Ouais. La connexion a sauté. Alors, attendez, Ouais. je reprends. Donc, ce que je disais, c'est que ces contrats je sais pas où on était exactement. Ça a coupé exactement quand? Ça n'a pas vraiment coupé. Hein, Ah, ça n'a pas coupé. Ok, d'accord. Donc, du coup, en dessous de ce prix plancher, du coup, l'État redonnait l'écart aux producteurs. Et au-delà du prix maximum qui a été convenu entre l'État et le producteur, du coup, l'État se taxe les surrevenus et du coup redistribue par la suite. Et donc, ce qui a été décidé le 17 octobre, notamment entre la France et l'Union et la France et l'Allemagne notamment, c'est d'inclure dans ces contrats pour la différence le parc nucléaire historique français. Donc, ce que tout le monde pensait, in fine, c'était que ces contrats compensatoires allaient être le successeur de l'Arenh. Et finalement, il y a une autre solution qui a été trouvée par l'État français avec EDF. Donc, juste avant de revenir à cette solution, on va énoncer justement les grands principes qui ont motivé la décision de l'État français et du coup l'accord trouvé avec EDF. Donc, premièrement, compétitivité et sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros préserver l'intérêt du consommateur et de notre industrie. Comment on fait ça? Globalement, c'est des prix moins volatiles, bas sur le long terme, et notamment pour préserver notre compétitivité à l'international. Préserver l'intérêt d'EDF, c'est aussi rendre viables les investissements d'EDF dans son parc existant et aussi dans de nouveaux actifs de production. Il y a eu beaucoup de lobby qui a été fait par EDF pour revoir notamment le prix de l'Arenh de 42 € à 50 € par exemple,
sachant que EDF a beaucoup milité pour dire qu'en fait ce prix de 42 euros ne lui permettait plus à l'heure actuelle de couvrir ses coûts. Donc il y avait aussi tout un débat sur quel prix était le plus efficace pour, d'une part, proposer des prix bas aux consommateurs, mais maintenir les intérêts d'EDF et la viabilité du groupe. Et donc, in fine, du coup, inciter EDF à produire plus. C'est-à-dire que, et comme je dis au début de la présentation, la crise actuelle, elle est venue de l'envolée des prix du gaz qui a du coup entraîné l'envolée des prix de l'électricité, mais elle vient aussi du fait que EDF a vu sa production baisser drastiquement depuis 2021. Donc, ce qui fait qu'en fait, l'indexation des prix du gaz est d'autant plus forte. Donc, l'intérêt aussi de l'État français et de EDF, c'est de produire plus pour justement limiter cette indexation entre les prix du gaz et les prix de l'électricité. Donc, on va voir dans cette slide la solution qui a été proposée. Donc, finalement, du CFD qu'on pensait avec un prix minimum et un prix maximum, finalement, ça va être un système de taxation progressive qui va être mis en place. Donc, différents éléments. Le volume alloué. Avant, on était sur le mécanisme ARENH à un volume de 100 TWh par an. Là, ça va être le total de la production EDF qui va être visé par cette régulation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est sur une production, l'année dernière, du moins, on était sur une production à 270 TWh. Aujourd'hui, enfin, cette année, on devrait atteindre les 300 TWh. L'objectif d'EDF et ce qu'il a énoncé suite à cet accord, c'est de passer progressivement à 330, puis d'ici à 2030 aux 350, voire 400 TWh. Le nouveau prix qui a été convenu, ou du moins le prix moyen visé par EDF et le prix qui a été convenu avec l'État, c'est un prix de 70 euros du mégawattheure. Donc ce prix, il n'est pas vraiment inscrit dans le marbre, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraignant pour EDF. C'est un prix moyen visé qui est le résultat des négociations entre l'État et EDF. Et du coup, ce pour lequel pour atteindre ce prix, du coup, l'État a mis en place un système de taxation. Donc, avec plusieurs niveaux. Donc, sur un niveau si le prix de marché auquel vend EDF vend son électricité passe au-dessus de 80 euros du mégawattheure, il y aura une taxation de 50% des profits d'EDF. Donc, par exemple, si EDF vend à un prix de 90 euros, ben finalement, il n'y a que 5 euros qui viendra dans la poche d'EDF. Les 5 euros supplémentaires seront récoltés par l'État et redistribués aux consommateurs finaux. Au-delà d'un prix à 110 euros du mégawattheure, ça va être 90% des profits qui seront redistribués aux consommateurs. Donc là, par exemple, sur un prix à 120 euros du mégawattheure, l'écart entre 110 et 120, lui, sera redistribué à hauteur de 9 euros du mégawattheure pour le consommateur et EDF récoltera que 1 euro pour lui. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ce prix de 62 euros du mégawattheure, il est rassurant pour EDF dans le sens où il devrait lui donner les moyens d'investir dans son parc nucléaire existant, ce qui a été un des manquements aussi dans les années passées, notamment au niveau des maintenances, et notamment d'investir dans des nouveaux actifs de production. Et donc ça devrait, in fine, leur permettre de monter leur niveau de production dans le futur. Ce système de taxation aussi, il est rassurant d'un point de vue régulatif, parce qu'en gros, et ça on peut dupliquer ce système de taxation à n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour faire des profits, généralement, elle a deux solutions. Soit elle monte ses niveaux de marge, soit elle monte ses niveaux de production. Ce qu'on peut voir avec EDF et avec ce système de taxation, c'est qu'en fait, EDF, en montant ses niveaux, en vendant plus cher, finalement, elle va avoir des gains limités parce qu'il y a ce système de taxation. Donc, in fine, la seule façon viable de pouvoir gagner plus d'argent et de pouvoir redevenir rentable, ça va être de monter ses niveaux de production. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que ce système de régulation, il donne la bonne incitation à EDF pour produire plus dans le futur, Et du coup, dernier point qui est important, c'est qu'on va supprimer du coup le guichet ARENH. Donc, on va passer à une régulation ex post dans laquelle, d'une part, les profits d'EDF vont être taxés directement, vont être récoltés par l'État, ils vont être distribués directement aux consommateurs. Donc, cette aide, en gros, ne va plus passer par le fournisseur, comme pouvait l'être l'ARENH, par exemple, avec le pricing, avec une part d'ARENH et puis l'écrêtement. Donc là, ça va être redistribué directement aux consommateurs finaux.
Ça peut être motivé par plusieurs éléments, et notamment, ce qu'on peut penser, c'est que pendant la crise, certains fournisseurs n'ont pas redistribué forcément tous les bénéfices de l'Arenh à leurs clients. Et certains, notamment la Commission de régulation de l'énergie, a des doutes quant à la rétrocession des gains Arenh par les total ou partiel des fournisseurs à leurs clients. Donc là, en redistribuant directement aux clients finaux, l'État s'assure en fait que le gain est redistribué de manière équitable et de manière totale. Donc, on a fait un petit graphique juste à droite pour un peu matérialiser l'avant-après. Donc, avant, on a fait un peu une simulation sur un prix de marché à 100 euros du mégawattheure, sur lequel le fournisseur vous proposait un prix dit Arenh, dans lequel il propose 75% de l'approvisionnement à un prix à 42 euros et un complément marché, parce qu'il ne peut pas sourcer toute votre consommation généralement au prix de l'Arenh. Donc, il y a un complément marché à hauteur de 25% qui correspond à peu près au standard de profil de consommation en France, à peu près. Donc, à 100 euros du mégawattheure. Ce qui fait que le prix sur le contrat sera, avec ses références de prix marché et ses références de prix d'Arenh, à 55 euros du mégawattheure. Ensuite vient l'écrêtement. Donc, on a simulé un écrêtement à hauteur de 30% du droit Arenh du client, donc qui correspond in fine à 25% de la consommation totale, donc à 100 euros du mégawattheure également. Donc, avec un sourcing complémentaire à 100 euros du mégawattheure, le prix final client, après écrêtement, serait de 71 euros du mégawattheure. Donc, avant, vous, quand vous contractualisez, vous avez un prix facialement plutôt bas quand vous contractualisez à une offre Arenh. Vous avez une régularisation sur l'écrêtement qui était plus ou moins élevée. Et finalement, vous aviez un prix final avant de pouvoir consommer qui était à 71 euros du mégawattheure. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce système de régulation ex post dans lequel l'État prélève les rentes d'EDF, les surprofits d'EDF et les verse directement aux consommateurs à la fin de l'année, finalement, ça va forcer les fournisseurs alternatifs à sourcer votre consommation 100% sur les prix de marché. Donc, avec un prix de référence marché à 100 euros du mégawattheure et un sourcing 100% marché, mais finalement, quand vous allez conclure votre contrat, vous allez avoir un prix de 100 euros du mégawattheure. Et finalement, votre prix final, il sera fonction des rentes qui vont être prélevées par l'État à la fin de l'année. Donc, ça devrait être redistribué aux consommateurs en montant. Et du coup, vous allez avoir une ristourne à la fin de l'année qui sera égale du coup aux rentes prélevées d'EDF. Donc, ce qu'on va voir un petit peu dans cette dernière slide, c'est les limites qu'on voit à cette proposition et nous, les conseils qu'on peut vous donner dans votre stratégie d'achat vis-à-vis de ces limites. La première limite qu'on voit à ces propositions, c'est le timing de redistribution d'EDF, des revenus d'EDF. C'est-à-dire que, certes, il va y avoir une rétrocession totale et transparente des rentes supplémentaires d'EDF, mais le problème étant, c'est que vous, dans vos budgétisations et dans vos productions budgétaires, vous n'aurez de sûr que le 100 euros du mégawattheure. Donc, potentiellement, des prix plutôt élevés. Et donc, il y a une vraie certitude qui est faite pour les consommateurs finaux sur savoir quel sera le niveau de rente, quel sera du coup mes coûts énergétiques, parce que là, pour ce qui est sûr et ce qui est dans le marbre à l'heure actuelle, quand je vais le souscrire, ce sera mon prix sur le contrat qui sera un prix 100% marché, là, sur l'exemple cité, à 100 euros du mégawattheure. Et donc, quel timing de redistribution? Est-ce que les fournisseurs vont faire des estimations de la rente d'EDF pour vous permettre d'avoir un prix pendant l'année en cours qui sera plus intéressant et faire une régularisation à la fin de l'année, ou alors faire un sourcing 100% marché et laisser l'État faire la rétrocession à la fin de l'année. Donc et c'est le deuxième point, il y a un manque de visibilité sur vos prédictions budgétaires pour les consommateurs finaux. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu contraignant pour nous, à la fois pour les fournisseurs, dans une logique de concurrence avec EDF, et à la fois pour les consommateurs, dans une logique de projection budgétaire. Autre point qui a été vivement critiqué par EDF et aussi par les experts du secteur de l'énergie, c'est la prise en compte d'un scénario dans lequel les prix de marché baissent fortement. C'est-à-dire que là, on a parlé du cas où les prix étaient élevés, et du coup, qu'il y avait une rente qui était prélevée sur les revenus d'EDF. Mais si on revient au graphique que j'avais montré juste avant, sur lequel on voit la moyenne des prix en noir, on voit que historiquement, les prix de marché ont plus souvent été, enfin je vais mettre celle-là, même elle est plus parlante, ont plus souvent été autour des 50 euros du mégawattheure que supérieurs à 110, 80 voire 110 euros du mégawattheure.
Donc, si on revenait à une situation dans laquelle les prix de marché venaient s'installer durablement à des niveaux inférieurs au coût de production d'EDF, en fait, la viabilité économique du groupe pourrait être mise à mal. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucun système compensatoire pour EDF. Donc, l'État ne garantit aucun prix de vente minimum à EDF, comme la Commission européenne et comme les accords qui avaient été faits au niveau de l'Europe voulaient mettre en place. Donc ça, c'est aussi un des défauts du système. Donc potentiellement, il y aura peut-être des mécanismes qui seront mis en place a posteriori. Pour autant, on ne peut pas forcément spéculer sur ça à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et pour en faire un petit parallèle avec les prix, avec le mécanisme ARENH, c'est que quand le mécanisme ARENH est sorti en 2011, en fait, le prix de marché de référence a eu tendance à se caler sur le prix de l'ARENH comme étant un prix de référence. Donc là, avec ce nouvel accord qui va être signé entre EDF et l'État français avec un prix moyen visé à 70 € du mégawattheure, on pourrait penser que le prix de marché de référence, le prix de marché pourrait se caler sur cette référence à 70 € du mégawattheure. Et est-ce que cette différence à 70 € du mégawattheure générera des rentes qui pourront être redistribuées aux consommateurs finaux? On ne sait pas, vu que potentiellement, le début des rentes sera fait sur un niveau de prix de marché qui sera à 80 € du mégawattheure. Donc, dans cette situation, quelle stratégie adopter pour votre achat d'électricité? Donc, on a différents conseils à vous donner à ce niveau-là. Premièrement, restez très près des marchés. C'était déjà vrai avant et ça va devenir d'autant plus. C'est qu'aujourd'hui, ce qui paraît le plus probable, c'est que dans vos renégociations post-2025, les fournisseurs vont sourcer 100% de votre consommation au prix de marché. Donc, les variations de prix de marché vont impacter d'autant plus votre fourniture et le prix que les fournisseurs vont vous proposer. C'est-à-dire que quand on fait un petit parallèle à avant, quand il y avait 75% du prix qui était fixé au prix de l'ARENH de 42 € et seulement 25% qui était indexé au prix de marché, finalement, quand le prix de marché montait de 10 € du mégawattheure, la proposition de votre fournisseur est montée que de 2,50 €. Aujourd'hui, ou du moins demain, quand le prix de marché va monter de 10 € du mégawattheure, le prix proposé par le fournisseur, il va monter de 10 €. Donc, l'impact à la hausse ou à la baisse sera beaucoup plus important. Donc, il y a une nécessité d'autant plus forte de rester près des marchés. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas hésiter à l'heure actuelle à lancer d'ores et déjà des appels d'offres pour vos renouvellements, notamment pour les années 2026 et 2027. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est parce qu'à l'heure actuelle, on a déjà des fournisseurs qui commencent à faire des offres plus ou moins compétitives. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui à les mettre en concurrence pour voir quel niveau de prix sont proposés à l'heure actuelle pour ces années-là par les fournisseurs. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est pertinent aujourd'hui de lancer ces appels d'offres, c'est que contrairement au mécanisme ARENH, pour lequel en fait, parce que ce qu'il faut penser, c'est que l'accord entre EDF et l'État français, il n'est pas encore signé, il reste encore des choses à mettre en place. Mais pour autant, signer aujourd'hui pour 2026 et 2027, ça ne veut pas dire de renoncer à ce nouveau mécanisme, parce qu'en fait, ce nouveau mécanisme, il ne passera pas par le fournisseur. Donc en fait, souscrire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir bénéficier de ce mécanisme, ce qui n'était pas le cas avec l'ARENH, par exemple. C'est-à-dire que si le mécanisme ARENH avait été prolongé pour 2026, mais que vous signez avant que cet accord soit signé entre l'État français et EDF, vous auriez renoncé à votre approvisionnement en ARENH à 42 €. Aujourd'hui, souscrire à un prix de 100% marché, ça ne veut pas dire du coup renoncer à ce nouveau mécanisme. Et du coup, notre dernier conseil, c'est de ne pas forcément compter sur la remise dans votre budgétisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les prix de marché sont en train de baisser fortement pour les années sur les marchés de l'énergie pour les années 2026, 2027 et 2028, qui se rapprochent de plus en plus des 80 € du mégawattheure. Et du coup, on n'est pas sûr à l'heure actuelle que l'État sera capable de prélever les rentes d'EDF, parce qu'on n'est pas sûr que les prix de marché seront au-dessus de 80 € du mégawattheure. Donc, tabler sur une remise de X% ou de X € du mégawattheure, ça paraît risqué et ça peut amener à des dérives pour nous, pour la budgétisation de vos budgets futurs. Donc, c'est sur ça que je vais conclure ma partie sur le post-arrêt.
Merci Mathieu. Donc c'est le moment de la session des questions-réponses. Je vais laisser à Mathieu le temps de regarder un petit peu de quoi répondre aux questions le concernant. Pour revenir sur les aides, on a eu des questions pertinentes sur le calcul. Alors effectivement, qu'est-ce qui est pris en compte dans le prix moyen pour le calcul des aides? Donc pour ce qui est de l'amortisseur et du bouclier tarifaire, c'est vraiment la partie fourniture à la main du fournisseur qui est pris en compte. Donc tout ce qui est fourniture, prix en mégawattheure de votre énergie, plus les C2E, les obligations de capacité et les garanties d'origine le cas échéant. Donc c'est vraiment sur ces composantes que va se calculer votre prix moyen. Donc on exclut vraiment l'acheminement et les taxes. En revanche, pour le guichet d'aide au paiement, le calcul se fait sur le montant hors taxe global de la facture, hors TVA. On a une autre question sur les copropriétés. Alors effectivement, le format du webinaire ne nous permettait pas de vous présenter l'exhaustivité et les aides qui sont un peu plus ciblées, mais il y a une aide pour l'habitat collectif, donc l'habitat collectif résidentiel, qui existe sur 2023, qui est poursuivi sur 2024. Donc, si vous avez un usage résidentiel, alors ça pousse aussi sur les résidences universitaires, sur les établissements hébergeant des personnes âgées. Il faut regarder un petit peu sur la plateforme de l'État qui est plutôt bien faite, le périmètre assujetti. Et là, vous pouvez faire valoir vos aides, élec et gaz, et voire même, je pense qu'il y a une rétroactivité possible sur 2023. Je dis ça avec prudence parce que c'est quand même à confirmer. Une autre question, je suis une TPE, j'ai un compteur C5, un compteur C4, dans quel dispositif je rentre? Il faut vraiment raisonner à la maille du compteur pour le coup. Il y aura le bouclier tarifaire sur le compteur C5 et l'amortisseur sur l'autre compteur. Voilà, je pense que pour ma partie, j'ai répondu oralement à ces 3 questions et fait quelques réponses à l'écrit que vous avez pu visualiser. Je vais peut-être laisser Mathieu, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, faire sa partie. Alors, je suis en train de voir les questions. Alors, il y a une question, comment va se passer concrètement la redistribution des bénéfices d'EDF? 50% ou 90% aux consommateurs? Alors, les 50 ou les 90%, ça va être le niveau de taxation en fonction du niveau de prix. Ça ne prévaut pas pour la redistribution. C'est-à-dire que au-delà de 80 € du mégawattheure, il y a 50% des revenus qui seront prélevés par l'État. Donc, jusqu'à 110 € du mégawattheure, il y a 50% des revenus qui seront prélevés. Donc, entre 80 et 110, il y a 30 €. Donc, 15 € sont prélevés par l'État. Et au-delà de 110, du coup, ça sera 90. La façon dont ça va être redistribué et le timing de redistribution, ça reste bien connu. Et c'est d'ailleurs une des limites au mécanisme, ou du moins aux éléments qui ont été avancés par l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être redistribué. Et c'est vrai que quand on pense au mécanisme ARENH, en fait, le mécanisme ARENH ne bénéficiait pas de manière équitable à tous les clients. Il y avait en fait, le droit ARENH était calculé selon le profil de consommation du client. Et donc, certains consommateurs avaient droit à plus d'ARENH que d'autres. Et donc, certains consommateurs avaient un prix qui était inférieur aux autres. Donc, c'est vrai que là, on ne sait pas si l'État va rester sur cette redistribution un peu inégalitaire comme l'était le bénéfice ARENH, ou alors passer sur quelque chose d'égalitaire avec le même montant pour chaque consommateur. Ça reste une inconnue. L'écrêtement se faisait que sur une part de la consommation et pas sur la totalité exacte. Oui, c'est exact. C'est ce qu'on a mis dans notre graphique ci-avant. C'est-à-dire qu'en fait, l'écrêtement, donc le pourcentage qui sortait à la fin de l'année, se faisait sur ce qu'on appelle le droit ARENH du client. Donc là, par exemple, on a simulé un écrêtement à 30% sur une part ARENH à 75. Du coup, ça fait 25% de la consommation. Et donc pas 30% comme on pourrait le croire, si ça avait été sur l'ensemble de la consommation. Il y a une autre question qui demande aussi si effectivement si l'accord est revu totalement avec un mécanisme complètement différent, effectivement est-ce qu'on renoncerait à ce mécanisme? Alors il est vrai que tous les conseils et toutes les recommandations qu'on a pu donner à l'heure actuelle,
elles sont fonction et elles sont faites sur la base de ce qui a été énoncé à l'heure actuelle. Si cela venait à changer, par exemple que le mécanisme ARENH venait à être prolongé, par exemple, ce qui ne semble pas être le cas, mais qui pourrait l'être, hein, en fait, effectivement, vous pourriez renoncer à ce mécanisme. Après, il reste, c'est toujours, et ça ne vous engage à rien, de lancer des appels d'offres à l'heure actuelle pour voir les niveaux de prix qui sont proposés par les fournisseurs. Parce qu'on peut voir, c'est que les niveaux de prix sont vraiment très bas sur les marchés d'électricité pour les années 2026 et 2027. Donc, même si l'accord venait à changer drastiquement et que vous veniez à renoncer à une part d'approvisionnement un peu moins chère, finalement, si le prix aujourd'hui vous convient sur un sourcing 100% marché et que vous pouvez sécuriser des budgets pour 2026 et 2027 à l'heure actuelle, ben, pourquoi pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Je pense que c'était tout. Quel est le calendrier pour finaliser le mécanisme post-ARENH? Il n'y a pas vraiment de calendrier vraiment établi dans le marbre. Je pense qu'il y a des nouvelles négociations qui vont avoir lieu en janvier entre l'État et EDF pour un peu préciser tous les éléments de flou. Mais je ne connais pas exactement le calendrier. Je ne sais pas vraiment s'il y en a un qui a été établi. Je pense que c'était à peu près tout pour les questions sur la réforme du marché, sur le mécanisme post-ARENH. Ok, super. Merci beaucoup, Mathieu et Laure, pour votre présentation. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions de nos participants. Sachez que la présentation est téléchargeable directement via le lien en bas à gauche de votre écran. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez également nous contacter directement sur notre site. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir. Au Au revoir. revoir.